Alors, la conférence s'est bien passée. Je dirais même qu'elle s'est très bien passée. Il y avait une forte audience et l'audience est restée presque jusqu'à la fin de la conférence, donc du matin jusqu'en fin d'après-midi. Ça, c'est une première chose. Mais d'autre part aussi, il y a eu des interventions intéressantes et fortes. Parmi les interventions importantes, je pense qu'il y a par exemple l'intervention sur le déni du génocide. Il y a une intervention qui a été un peu plus loin que ce que d'habitude on pense ou alors on entend par rapport au déni du génocide. Et je pense que c'est un chercheur, une contribution qu'il faudra pousser un peu plus loin. Mais de façon générale, d'abord, on est dans le cadre de la commémoration. Et encore une fois, dans un nouvel événement, on se rend compte que quelque chose s'est passé pendant ces 25e anniversaires de commémoration. Il y a une forte réponse de nos partenaires, que ce soit nos partenaires politiques en tant que tels, ou alors même des amis du Rwanda. Et donc, il y a eu des invités de marque qui sont venus. Il y a le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge de la question du génocide, Adama Diagne, qui était là. Il y a 2 semaines, il y a 10 jours, il était à Kigali. Donc il est venu ici encore une fois. Il y avait les responsables du mécanisme qui a été mis en place après les tribunaux d'Arusha et de Yougoslavie. Le président et son principal manager étaient là. Et il y a eu d'autres aussi contributions qui étaient importantes. En fait, quelque chose s'est passé pendant cette 25e commémoration du génocide. Nous avons eu une réponse, je pense, qui est assez surprenante. Je vous dirais que même quelques mois avant la commémoration, je pense que la plupart des gens qui sont sensibles à la question du génocide des Tutsis sentaient quand même le poids du négationnisme contre le génocide des Tutsis. Des articles par-ci, des livres par-là, des interviews par-là, d'autres choses. Et là, pour le 25e anniversaire du génocide, nous n'avons pas entendu ces voix-là, pas du tout, mais aucunement, c'est une première chose. Il y a eu bien sûr l'incident dans le monde, qui a été rectifié après, mais sinon on n'a pas entendu les négationnistes du tout. Mais ça, c'est négatif. Positif, nous avons eu une réponse, je pense, extrêmement forte, venant de plusieurs coins du monde, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit même ici, en Hollande, un peu partout dans le monde, les journaux, beaucoup de médias ont beaucoup parlé de cette commémoration de façon positive, de façon correcte, je dirais même. Et donc, on commémore quand même le 25e anniversaire du génocide. C'est un événement qui n'est pas joyeux. Mais à l'intérieur de cette commémoration-là, il y a aussi un certain nombre de raisons d'être relativement content, notamment en sentant que pour ce 25e anniversaire du génocide, nous avons eu l'expression de la solidarité de beaucoup de coins du monde. Donc la conférence d'aujourd'hui, en fait, s'inscrit totalement avec la tendance qu'on a vue par rapport à cette commémoration-là, que ce soit à Kigali, avec la conférence internationale, ou alors avec la commémoration plus politique qu'il y a eu le lendemain. Je pense que l'événement qui a eu lieu ici à La Haye rentre dans ce courant-là. Alors, par rapport au thème de la conférence aujourd'hui, qui était 25 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, quelles leçons ont été apprises par le monde? Donc, les différents intervenants ont discuté de cette question-là. Et finalement, le message qui ressort est un peu mixte. En même temps, il y a eu
des avancées importantes dans la faculté de rendre justice par rapport au génocide et aux crimes contre l'humanité, avec un certain nombre de tribunaux internationaux qui ont été créés. Mais en même temps aussi, on se rend compte que par rapport à la prévention du génocide, le monde reste encore assez démuni. Raison pour laquelle, comme beaucoup de conférenciers l'ont dit, il y a des crimes de masse qui continuent à se commettre. Et maintenant, dans la prévention aussi, les conférenciers ont expliqué que le Rwanda, quand même, offre un exemple assez important. Un exemple d'abord de reconstruction post-génocide, mais plus que cela. Reconstruction, mais aussi maintenant des leçons. C'est pas seulement faire des actes, se reconstruire, mais c'est aussi un peu théoriser aussi la question du génocide et de sa reconstruction et de sa prévention. Et un des principaux thèmes qui est sorti aujourd'hui, c'est la question du négationnisme. Négationnisme comme étant partie prenante du génocide, totalement, et même étant comme une continuité du génocide. Parce que le négationnisme, comme un des intervenants l'a dit, qui était une contribution très intéressante, c'est-à-dire que le négationnisme était presque un acte de génocide qui continuait. Et ça, c'est important et intéressant. C'est important par rapport au Rwanda, mais pas seulement par rapport au Rwanda. Parce que si les uns nient un acte aussi effroyable que le génocide des Tutsis au Rwanda, ça permet aussi à d'autres aussi de vouloir peut-être faire des actes similaires ailleurs. Donc, la conférence, qui avait des intervenants internationaux, d'experts importants, a montré que la question du négationnisme, maintenant, est peut-être au centre de la lutte contre le génocide. Et pas seulement contre le génocide des Tutsis seulement, mais contre la prévention des génocides, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que finalement, quand on regarde le travail que le Rwanda est en train de faire pour après 25 ans, ce n'est pas seulement un travail pour le Rwanda, c'est un travail de prévention dans le monde entier. Oui, tout à fait, tout à fait. Sans être trop nationaliste facilement, finalement, les leçons 25 ans après qui se dégagent du Rwanda dépassent le Rwanda. Vu la gravité de ce qui s'est passé en 1994, mais pas seulement en 1994, depuis 1959 en fait, avec l'apothéose du génocide des Tutsis en 1994, et la façon dont le Rwanda en est sorti. Et parmi les grandes leçons, je pense que le Rwanda peut offrir au monde aujourd'hui, c'est l'importance de l'unité nationale. L'unité nationale, le Rwanda l'a mis en haut de tout, de tout le reste. Et aujourd'hui, alors que dans beaucoup de pays, la division commence à s'accentuer, dans ce contexte international avec une division, qu'elle soit raciale, qu'elle soit économique ou d'autres, raciale notamment en Occident, contre les immigrants, en Europe en particulier, mais les immigrants, on parle surtout des Africains, que ce soit même la division dans d'autres parties de l'Afrique, avec la lutte pour les ressources. On voit par exemple que certaines dynamiques qui veulent ressembler un petit peu à ce qui s'est passé au niveau local au Rwanda, on commence à voir des échos un peu de cela comme au Sahel. Je pense que la leçon du Rwanda de mettre l'unité nationale et la cohésion sociale au-dessous de tout commence à prendre de plus en plus de résonance. Ça n'a pas été facile, ça a été des efforts importants qu'on a fait sur nous-mêmes, mais maintenant je pense qu'on a dépassé un petit peu cette partie difficile, et aujourd'hui maintenant on commence à en récolter un peu les fruits. C'est ce qu'on trouve dans votre livre d'ailleurs, quand vous parlez de les rencontres de Lubiro à l'époque,
ceux qui ont construit ce système, 25 ans, bah, peut-être, oui, on peut dire 25 ans. L'édition du village Urugwiro, vous avez eu l'amabilité de dire que vous les avez lus dans mon livre, je pense sont une étape extrêmement importante dans le processus de reconstruction du Rwanda. Il serait bien que les nouvelles générations en particulier, celles qui n'étaient pas adultes à l'époque pour expérimenter directement ou alors avoir une information directe de ce qui s'est passé à l'époque, de bien prendre la teneur de l'importance de ces discussions-là. Durant ces discussions-là, alors que le pays était profondément divisé, avec une classe politique, mais aussi au niveau social aussi, une profonde division, les leaders du Rwanda ont pris 9 mois pour se rassembler une fois par semaine pour discuter en profondeur sur les causes du conflit rwandais. Ça, c'est 1. Et 2, pour trouver des solutions par rapport à ces causes-là. Ça, c'est 2. Et troisièmement, trouver les solutions qu'il faut, qu'elles soient aimées ou ne pas aimées, mais les solutions qui conviennent à la situation du Rwanda à l'époque. Voilà. Donc je pense que c'est une leçon extrêmement forte. Extrêmement forte. Moi personnellement, parce que c'est un moment de la reconstruction du Rwanda qui est important, et dans mes analyses, je pense que c'est même crucial. Je qualifie ça d'un moment de appropriation radicale. Ça veut dire regarder les problèmes que la société a, les regarder avec détermination, et ensuite prendre des solutions avec détermination. Des solutions qui vont nous mener loin. Et beaucoup des progrès que le Rwanda a fait, que le nouveau Rwanda a fait, sont en fait le produit de Urugwiro. Mais maintenant, la beauté de la chose, c'est que ça a été un processus participatif. Ce n'est pas le FPR qui a pris ces décisions, non. Ça a été participatif, et finalement, à l'issue de la discussion du village Urugwiro, une vision s'est dégagée, et cette vision qui est venue d'un processus profond nous a menés où nous sommes. Alors, je ne peux pas terminer notre discussion sans un mot par rapport aux rescapés. Le premier mot, c'est d'abord de les conforter dans la lutte qu'ils ont eue depuis 1994, de les conforter dans la douleur qu'ils ont eue, mais aussi de les féliciter. De les féliciter parce que beaucoup de rescapés ont fait preuve de résilience. Et cette résilience-là, moi je ne suis pas un rescapé direct, mais je suis proche d'eux. Et cette résilience-là est extrêmement... fait plaisir à voir, fait plaisir. C'est vrai, il y a des cas difficiles, mais on a vu aussi, notamment aujourd'hui, il y a eu une rescapée qui a témoigné, et cette résilience-là, c'est une leçon pour tous les Rwandais. Voilà. Oui. Quand je suis arrivé au Rwanda, très tôt après le génocide, il y a une organisation qui a été formée qui s'appelait Barakabaho. Oui. Quand j'ai vu ce thème-là, ou alors le nom de cette organisation-là, j'ai senti que ça me parlait beaucoup. Oui, Barakabaho, mais en plus, non seulement on le souhaitait au lendemain du génocide, mais ils l'ont fait. Et ils l'ont très bien fait. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie.